Imaginons un instant, juste pour poser le décor, la construction d'une forteresse genre la plus sécurisée possible. On y met des murs d'enceinte immenses, des portes en acier massif, des systèmes de sécurité ultra perfectionnés. Enfin bref, tout est pensé pour protéger un trésor inestimable. On verrouille tout, on remonte le pont-Lévis, voilà, la garde est en place. Ouais, sauf que, et c'est ça qui est un peu terrifiant avec cette image, tes murs d'acier ou tes fossés, ils servent strictement à rien si le cerveau lui-même, en toute innocence d'ailleurs, décide d'inviter le cheval de Troie à l'intérieur. En fait, les saboteurs, ils lancent pas d'assaut depuis l'extérieur, ils opèrent directement de l'intérieur, dans l'ombre de nos propres mécanismes psychologiques. C'est clair, et c'est vraiment ça qui rend notre réflexion actuelle assez vertigineuse. Parce que, lors de notre précédente étape, on a bien établi que la clé absolue pour avancer sur des projets de fond, c'est de sanctuariser son temps, de bloquer des heures entières dédiées uniquement à la priorité absolue, l'essentiel, quoi. On ferme la porte, on coupe tout, on s'isole. Totalement. Mais la réalité bien crue, c'est que même quand ce bloc de temps il est farouchement protégé sur un agenda, l'esprit humain abrite des forces invisibles hyper pernicieuses qui vont constamment tenter de saboter cette concentration. Donc aujourd'hui, on va déconstruire cette mécanique intime de l'autosabotage pour apprendre à neutraliser ces fameux voleurs de temps. Et le premier de ces voleurs, en fait, il frappe exactement au moment où on s'enferme dans cette fameuse forteresse. C'est-à-dire que le temps est théoriquement bloqué, mais le monde extérieur continue de réclamer de l'attention. Et ça s'enchaîne, genre une faveur demandée par un collègue, une pseudo-urgence, ou la classique petite question qui prendra qu'une seconde. Ah ouais, le truc fatal. C'est ça. Et ça, c'est le piège redoutable de l'approbation sociale. Et ça exploite une faille évolutive vraiment très profonde chez nous. Biologiquement parlant, l'être humain, il est programmé pour chercher la validation de sa tribu. Donc, refuser une demande, c'est créer une friction sociale. Et le cerveau primitif, il interprète cette friction comme un risque de rejet pur et simple. Donc, on dit oui par pur instinct de survie sociale, en fait, juste pour apaiser la tension immédiate. Sauf que, si on regarde ça mathématiquement, l'équation, elle tient pas du tout. Faut vraiment intégrer cette réalité assez brutale. Un seul oui qu'on accorde à ce qui compte vraiment, il doit être défendu par quoi? Un millier de non adressés à tout le reste. Exactement. Et ce millier de noms, c'est pas juste une exagération rhétorique pour faire joli, hein. C'est une nécessité structurelle. Il y a cette fameuse intervention de Steve Jobs à la conférence Macworld en 1997 qui illustre ça à la perfection. À l'époque, faut se rappeler qu'Apple était littéralement au bord du gouffre, à quelques mois de la faillite, quoi. Ouais, ils partaient dans tous les sens avec leurs produits. C'est ça, ils produisaient des dizaines de versions de Mac, des imprimantes, enfin une dispersion totale. Et Jobs est monté sur scène, il a complètement détruit un mythe sur la concentration. Il a expliqué que se concentrer, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est pas dire oui à la chose sur laquelle on veut travailler, c'est maîtriser l'art absolu de dire non aux centaines d'autres très bonnes idées qui se présentent. Et il a sabré la ligne de produits de manière impitoyable après ça. Parce que on s'imagine souvent que dire non, c'est rejeter des trucs absurdes. C'est facile de dire non à un projet nul. Mais le vrai test, là où ça fait mal, c'est de dire non à une opportunité qui est brillante, mais juste parce qu'elle ne correspond pas à l'essentiel de l'instant T. Tout à fait. En fait, dire oui à tout par peur de manquer un truc, c'est comme avoir un seau percé. J'aime bien cette image. On peut y verser tout le temps l'énergie et la bonne volonté qu'on veut. L'attention, elle finit inexorablement par fuir par ces dizaines de petits trous créés par nos oui de complaisance. Et c'est une super métaphore. Et justement, pour colmater ces fuites sans pour autant se mettre tout son réseau à dos, l'approche de Seth Godin offre une vraie solution tactique. Il déconstruit complètement l'idée qu'un refus serait une agression. Le secret, c'est pas de rejeter la personne de manière frontale, mais de rediriger la demande intelligemment. Le but, c'est de dire non, avec un profond respect, tout en orientant la personne vers une ressource plus adaptée. Ouais, mais concrètement, comment on matérialise ça au quotidien sans passer pour quelqu'un d'arrogant ou genre un peu égoïste? C'est ça la vraie friction humaine. C'est surtout un changement de posture. Au lieu de dire un truc sec comme j'ai pas le temps pour ton projet, la formulation devient plutôt ce projet mérite une attention totale que mes engagements actuels me permettent pas de fournir. Mais par contre, voici un modèle de document qui m'a bien aidé ou tiens, voici le contact d'une personne experte là-dessus. Tu vois la différence? Ah ouais, on valide l'importance de sa demande, on préserve la relation, mais la frontière reste infranchissable. C'est exactement ça, céder à la demande juste parce qu'on supporte pas l'inconfort immédiat des 3 secondes nécessaires pour formuler ce non.
C'est sacrifier un objectif majeur pour acheter une paix sociale super éphémère. C'est le syndrome classique du bon gars ou de la bonne fille qui finit inévitablement par exploser en plein vol. Ça me fait penser à cette réflexion de Bill Cosby. On connaît peut-être pas la clé du succès, mais essayer de plaire à tout le monde, c'est la clé absolue de l'échec. Parce que le temps et l'attention sont finis. Chaque miette donnée par peur de décevoir, c'est un vol direct de notre propre potentiel. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que si on réussit à verrouiller cette porte et à maîtriser l'art du non, ça crée un nouveau piège psychologique. Et il est peut-être encore plus vicieux. Parce que le silence et l'espace qu'on vient juste de gagner, ça met soudainement en lumière tout le chaos qu'on avait mis de côté. Et bim, le deuxième saboteur qui entre en scène. Parce que, pendant qu'on focalise toute notre énergie sur l'essentiel, comme un rayon laser, le reste du monde, il s'arrête pas de tourner. Les boîtes mail débordent, l'administratif s'empile, les obligations domestiques prennent du retard, le désordre s'installe, et c'est le prix inévitable de l'excellence, mais faut avouer que la vue de ce chaos, ça peut déclencher une angoisse terrible. C'est clair. Faut dire que l'esprit humain a une sainte horreur de l'entropie. On recherche la symétrie, l'ordre, le contrôle de notre environnement. En fait, il y a une tension permanente entre la maintenance et la création. La maintenance, c'est répondre aux mails, ranger le bureau, rayer des petits trucs sur une liste. Et ça, c'est hyper confortable. Ça donne des shoots de dopamine parce qu'on a l'illusion d'avancer. Alors que la création, c'est l'inverse. Grave. La création, c'est s'attaquer à ce projet de fond qui est complexe, incertain et qui demande une charge cognitive énorme. Donc face à cette difficulté, le cerveau va utiliser le désordre ambiant comme une excuse parfaite pour fuir. On abandonne l'essentiel et on retourne éteindre des mini-incendies juste pour retrouver cette sensation rassurante d'une vie bien rangée. Le fameux « je m'y mets à fond, mais d'abord je vais juste faire un peu de tri dans ma boîte mail pour avoir l'esprit clair ». On se ment à soi-même. Moi j'aime bien comparer ça à des grandes rénovations. Genre, tu veux construire la maison de tes rêves, avec une cuisine magnifique. Avant de pouvoir y préparer un grand repas, faut accepter de vivre dans la poussière, de manger sur un carton au milieu des gravats, avec des filles qui pendent. C'est la réalité des travaux, oui. Voilà. Et vivre dans les gravats, c'est épuisant pour les nerfs. Et c'est là que je veux pousser un peu la réflexion. Est-ce que d'ignorer ce désordre, c'est pas juste de l'irresponsabilité dangereuse à un moment donné, hein? Je veux dire, on peut pas laisser la maison s'effondrer sous prétexte qu'on refait la cuisine. C'est une angoisse qui est super légitime. C'est vrai que voir des dossiers s'empiler, ça donne l'impression viscérale de perdre le contrôle de sa propre vie. Mais là, il faut introduire le concept de négligence stratégique. C'est hyper important. C'est pas du tout une négligence totale ou un abandon aveugle. Le réalisateur Francis Ford Coppola, il a une réflexion géniale là-dessus. Il dit que construire à grande échelle, ou s'investir avec une passion intense, ça invite inévitablement le chaos. Le chaos, c'est pas un signe d'échec, c'est le sous-produit naturel de la grandeur. Donc en gros, le désordre, c'est la preuve qu'on est en train de bousculer le statu quo. Précisément. L'idée clé, c'est pas de laisser la maison brûler de manière irresponsable. C'est d'accepter ce désordre, qui est circonscrit et temporaire, sans chercher à le combattre tout de suite. Faut apprendre à cohabiter avec ces gravats mentaux. Et ce qui aide, c'est la certitude absolue que le succès massif généré par notre fameux essentiel, il finira par nous offrir les ressources, le levier et le temps pour tout ranger et réparer plus tard. Et ce sera beaucoup plus facile. On accepte la poussière parce qu'on sait que la valeur globale de la maison va exploser. C'est un pari asymétrique sur l'avenir. Mais, et c'est un grand mais, naviguer tous les jours dans ce chaos, tolérer cette poussière mentale, tout en repoussant les demandes du monde extérieur, ça demande une endurance phénoménale. Et c'est là qu'on glisse vers notre troisième voleur, un saboteur qui joue pas sur la psychologie, mais sur notre biologie la plus basique, le carburant de la concentration. C'est carrément le socle, la condition sine qua non pour que tout le reste tienne debout. Il y a cette question existentielle d'une simplicité désarmante si on ne prend pas soin de son corps, où est-ce qu'on va vivre ? Elle donne le vertige, cette phrase. C'est l'évidence même. Et pourtant, dans notre course à la performance, c'est toujours le premier truc qui saute. Oui, parce que notre culture professionnelle moderne, elle a érigé un monument super toxique autour de la figure du bourreau de travail. Tu sais, cette idée très ancrée qu'il faudrait sacrifier ses nuits, manger des trucs ultra transformés en 5 minutes devant l'écran et arrêter tout sport, tout ça au nom d'une sorte de noble éthique de travail. C'est clair, c'est valorisé en plus. Complètement.
Sauf que c'est une arnaque intellectuelle doublée d'un effondrement physiologique programmé. Faut bien comprendre que des résultats extraordinaires, par définition, ça exige une énergie extraordinaire. La volonté, l'attention soutenue, la capacité à résoudre des problèmes complexes, tout ça, c'est pas des concepts éthérés ou spirituels. Ce sont des processus métaboliques réels. Ça repose sur la dispo du glucose dans le cortex préfrontal, sur des neurones qui se nettoient pendant le sommeil profond et sur un système nerveux capable de se réguler. Et l'ironie est vraiment tragique quand on y pense. On voit des gens qui travaillent jusqu'à l'épuisement total, qui consument leur capital santé dans le seul but de s'offrir un jour lointain une belle retraite, tout en détruisant scrupuleusement le seul véhicule physique qui leur permettrait d'en profiter. C'est exactement comme s'endetter sur une carte de crédit avec genre un taux à 20% juste pour payer ses courses alimentaires de la semaine. C'est une super comparaison. Sur le coup, à la caisse du supermarché, tu te dis que tu gères. Les courses sont là, le projet avance. Mais la dette, elle s'accumule dans l'ombre. Et comme toute dette toxique, cette dette physiologique, elle génère des intérêts composés qui détruisent tout le système. Par exemple, une seule mauvaise nuit de sommeil, ça gâche pas juste l'humeur du matin. Ça altère la qualité de la prise de décision sur toute la semaine. Le manque de repos, ça fait exploser la production de cortisol, l'hormone du stress, et ça inhibe les fonctions cognitives supérieures. En gros, on devient littéralement moins intelligent, moins créatif et super vulnérable aux distractions. Donc voler du temps à son sommeil ou à son assiette pour bosser plus, c'est s'auto-cambrioler son potentiel futur. Totalement. Sanctuariser ses nuits, bien manger, bouger, c'est pas du tout une coquetterie de bien-être optionnel. C'est la protection de l'outil de production numéro 1. Sans cette fondation biologique, notre fameuse forteresse du début, elle cède pas sous les attaques de l'extérieur. Elle s'effondre de l'intérieur, juste parce que les gardes sont morts d'épuisement. Ok, donc faisons un petit point sur le champ de bataille. La porte est fermée grâce à l'art de dire non. Le chaos environnant est toléré avec une négligence bien stratégique. Et la machine biologique est nourrie, reposée à bloc. Le système a l'air blindé, et pourtant, il reste un dernier voleur en embuscade. Le plus silencieux de tous, capable de ruiner nos efforts, même avec une discipline de fer. C'est la force de gravité écrasante de notre écosystème, de notre environnement immédiat. Et celui-là, il passe systématiquement sur radar parce qu'il fait partie des meubles. En fait, l'environnement se divise en deux sphères, l'humain et le matériel. Côté humain, il y a cette loi de psychologie sociale qui dit qu'on finit inexorablement par absorber les caractéristiques des personnes qu'on fréquente le plus. L'entourage, c'est comme un thermostat invisible qui régule nos standards en permanence. Il y a une étude d'ailleurs là-dessus qui est fascinante, celle de Christakis et Fowler en 2007 sur la contagion dans les réseaux sociaux. Ils ont analysé des milliers de personnes sur 30 ans et ils ont découvert que si un ami proche devient obèse, le risque de le devenir soi-même augmente de 57%. C'est hallucinant. C'est même pas une question de génétique ou d'aller manger au resto ensemble tout le temps. C'est juste une modification lente de ce qu'on perçoit comme la normalité. Voilà, c'est le principe du glissement des référentiels. Et nos neurones miroirs amplifient ça. Si notre entourage adopte un certain comportement, notre cerveau le recalibre comme la nouvelle norme acceptable. C'est vrai pour la santé, mais c'est tout aussi puissant pour l'attitude face au travail. L'ambition est contagieuse, mais attention, le cynisme, la résignation ou la complaisance le sont tout autant. Tolérer des relations toxiques ou pessimistes, c'est s'injecter un poison lent qui paralyse la poursuite de l'essentiel. Mais ce thermostat, il ne s'applique pas qu'aux gens. L'environnement physique, l'architecture, même de nos lieux de vie, ça exerce une dictature assez similaire. L'agencement de l'espace peut littéralement programmer notre échec. L'exemple typique, c'est la personne qui veut se remettre en forme, mais dont le trajet pour rentrer chez elle l'oblige à traverser le rayon des confiseries ou qui garde un tiroir rempli de snacks sous son bureau. Pas un peu trop l'individu en accusant le décor. Je veux dire, la volonté pure, la force de caractère, ça suffit pas à vaincre un mauvais environnement. Si l'objectif est vital, on peut très bien traverser ce rayon bonbon au pas de course en fixant le mur, non ? C'est l'illusion la plus destructrice concernant la performance humaine, de croire en cette toute-puissance d'une volonté qui serait inépuisable. Les neurosciences et la psychologie comportementale, surtout avec les travaux sur la fatigue décisionnelle, ont prouvé que la volonté, c'est pas un trait de caractère permanent. C'est une ressource physiologique limitée. C'est comme la jauge de batterie d'un téléphone. D'accord, donc ça se vide à chaque utilisation. Exactement. Chaque décision prise, chaque tentation repoussée, ça consomme un pourcentage de cette batterie. Lutter activement contre un environnement mal conçu, ça exige de puiser là-dedans en permanence.
À force de résister au tiroir de snack, la jauge se vide. Et quand elle tombe à zéro, la biologie reprend le dessus sur la rationalité. Et on cède à l'impulsion immédiate. En fait, le combat est perdu d'avance parce qu'on s'épuise à combattre le terrain au lieu d'avancer vers la cible. C'est tout à fait ça. Alors qu'un environnement consciemment designé, à l'inverse, ça élimine la nécessité même d'invoquer sa volonté. Si le tiroir est vide, si le téléphone est dans une autre pièce pendant qu'on travaille, il n'y a plus de conflit interne. L'environnement devient un pilote automatique qui nous dirige vers l'objectif par effet de friction inversée. La loi du moindre effort joue enfin en notre faveur. Ça donne un vrai relief à cette citation de l'artiste Lily Tomlin. Le chemin du succès est toujours en construction. C'est pas une route secrète qu'on trouve par hasard. C'est une voie qu'on doit paver soi-même, pierre par pierre. Et ça passe obligatoirement par la modification chirurgicale de notre écosystème. Si on veut aller loin sans s'épuiser, on retire préventivement les obstacles. On va pas passer sa vie à s'entraîner pour sauter par-dessus des murs qu'on aurait juste pu contourner ou détruire. Il faut devenir l'architecte impitoyable de ses propres conditions de vie, pour que la poursuite de l'essentiel devienne naturellement le chemin de moindre résistance. Et du coup, si on prend un peu de hauteur pour observer toute la fresque qu'on vient de peindre aujourd'hui, il y a un renversement de perspective assez radical qui s'opère. La vraie productivité, dans sa forme la plus pure, ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'abattre frénétiquement des tonnes de tâches pour cocher des cases. C'est pas courir plus vite dans la roue du hamster pour impressionner la galerie. La productivité, fondamentalement, c'est une posture de protection féroce. Oui, c'est la défense inébranlable de ce qui compte vraiment. Face aux besoins d'approbation sociale, face au confort illusoire du rangement, face à cette glorification tragique de l'épuisement et face à l'attraction fatale des environnements qui nous tirent vers le bas. C'est un acte de rébellion intime contre l'éparpillement généralisé. Un acte de rébellion, ouais, c'est exactement le mot. Et c'est dans cet espace protégé que la pensée de Léo Rosten prend tout son sens philosophique. Il disait que le but ultime de l'existence humaine, c'est pas simplement d'être heureux dans une optique hédoniste. Le but, c'est d'être utile, d'être responsable, de faire preuve de compassion et, au final, de faire une différence, de signifier quelque chose. Et atteindre cet idéal, ça exige impérativement de purger son quotidien pour libérer l'espace mental et physique nécessaire. Ce qui soulève une perspective finale absolument géniale. En chassant ses saboteurs, en osant dire non, en tolérant le désordre temporaire et en protégeant nos frontières énergétiques, on ne se contente pas de sanctuariser notre petite productivité personnelle. En refusant de pallier systématiquement aux urgences mineures des autres, on force notre écosystème, nos collègues, nos proches, à devenir plus autonomes et plus créatifs face à leurs propres défis. C'est un effet ricochet très puissant. C'est clair. Le vrai cadeau qu'on fait au monde en protégeant son temps, c'est peut-être tout simplement de lui rendre sa propre responsabilité. Si les murs de notre forteresse sont enfin sécurisés, c'est pas pour s'y cacher. C'est pour y forger des réalisations qui ont du sens, dans un espace qui est redevenu libre et silencieux. C'est là, maintenant, que l'œuvre véritable peut commencer.